Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Bonsoir Alex. Ça m'énerve. Quoi ça? On commence l'émission, là, fait clair. Ouais. On sort, il n'est même pas 5 heures. Il fait noir. Il fait noir. Ouais. On s'en va pas sur le bon bord. Puis on recule l'heure bientôt, là. C'est quand ça? Le 5 novembre? Après l'Halloween? Oui. Donc le samedi après l'Halloween, on recule l'heure. C'est terminé, mon cher. Ça va être mortel. Ouais. Ça va être mortel. Hey, François, il y a eu 2 bons galas de boxe la semaine passée. D'abord au Casino de Montréal, on le sait, parce que la semaine passée, encore une fois, merci, on a reçu Yvon Michel à l'émission pour nous parler de son gala de boxe au Casino de Montréal. Mais samedi, il y en avait un au Centre Bell. Je n'étais pas là, tu y étais. Je veux que tu m'en parles, mais d'abord, je trouve ça le fun, ce qu'ils ont fait le concept. 5 000, 6 000 personnes, c'est quasi, c'est le fun. Oui, c'est un 5 500 personnes, Alex. Tout est couvert avec des draps noirs partout. Les rouges, quelques sections sont découvertes et le plancher, bien sûr, qui était bien rempli. Vraiment, formule plus intime au Centre Bell. Extrêmement intéressant. On s'attendait à voir un KO de David Lemieux. On l'a attendu jusqu'au 10e round. C'est jamais arrivé. Mais quelle performance de Steven Butler, Alexandre. C'est cette performance que tout le monde a retenue. Tout un KO au premier round. Puis, il est quelque chose, lui. Bang Bang, son surnom. Exact. Il le porte bien. Je pense que ça va être un nom à surveiller. Tu m'as dit tantôt, hors d'onde, je ne sais pas si c'est une rumeur ou si c'est fondé, mais son père aurait joué. C'était un des matamors au hockey à l'époque. Écoute, pour les fans de la Ligue nord-américaine d'il y a très, très, très longtemps, ça s'appelait le semi-pro dans le temps. Les Dragons de Verdun avaient un joueur qui s'appelait Clint Butler, qui était un batailleur. Bien, c'est le père de Steven Bang Bang Butler. Donc, la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre, Alex. Clint Butler était là justement pour encourager son fils. Je pense qu'au niveau de David Lemieux, on aurait peut-être pu lui sortir le KO avant mais j'ai l'impression, parce que tu sais qu'il va se battre sur la même carte que Bernard Hopkins en Californie le 17 décembre Juste prochain. avant Hopkins. Hein? Exact. Oui, ça va être vraiment les 2 combats finaux. Lui, il va être l'avant-dernier. Et j'ai l'impression qu'on voulait lui donner des rounds. Il a frappé, as-tu remarqué, il a frappé beaucoup au corps. Oh, oui. C'est pas dans ses habitudes. Moi, je pense qu'on testait des affaires. Bien, c'est ce que Marc Ramsey a dit, son entraîneur, après le combat. Et vois-tu, nous, on est un petit peu déçus. Le mieux également, on l'a entendu en conférence de presse, et Marc Ramsey, lui, est extrêmement content du combat de son boxeur. Donc, tant mieux. Je pense que ça regarde bien pour la suite pour David Lemieux. Série mondiale, je te demande tout de suite tes prédictions entre les Cubs de Chicago et les Indians de Cleveland. Moi, je vais y aller pour les Cubs en 5, Alex. Les Cubs en 5? Oui. J'ai les Cubs aussi. Je vais y aller avec les Cubs en 6. OK. J'aimerais ça en 5. Tu sais pourquoi? Parce que la formule du baseball majeur, c'est 2 matchs, 3 matchs. C'est vrai. Et tu reviens 2 matchs. Ouais. Alors, si c'est en 5, ils remporteraient ça à la Chicago, la première fois depuis 1908. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est dans les années 40, les Indians. Alors, l'équipe qui va remporter la Série mondiale, ça va faire belle lurette, mon cher, que ce ne sera pas arrivé. C'est ce que j'entendais à la radio ce matin, Alex. Il y a vraiment un happening qui va se créer. Là. Les partisans du baseball vont se ranger derrière les 2 équipes. Ça fait tellement longtemps. Je pense que ça va être une très bonne Série mondiale. Parlons de l'émission cette semaine. On est bien content. Spécial Joël Perreault. On parle de ses années pro, mais également de ce qui s'en vient pour lui. Ah oui, écoute, Alex, un gars que tu as coaché au hockey. Dans le temps. Quand j'ai commencé ma carrière coaching, lui, il jouait Bantam 2. Ah oui, écoute, un joueur qui a joué dans la Ligue nationale de hockey, Phoenix, Vancouver, Joël Perreault, qui a terminé sa carrière l'année passée en Europe, en France, va venir nous parler de sa carrière de hockeyeur et parler également de sa nouvelle école de hockey. Voilà, exactement. Une académie, on va en parler également. Et là, tu sais que Claude n'est pas là. Des petits tests ici et là. Et là, Joanie qui nous fait des signes. Claude ne fait jamais ça d'habitude. C'est vrai. Et là, elle a décidé de faire sa germaine. Je veux dire, on a la chance d'avoir Joanie comme régisseur. Mais là, elle fait sa germaine, je trouve. Alors, on va s'arrêter 5 secondes. On voit que tu l'écoutais pas, là, en plus. Et au retour, l'entrevue qu'on a réalisée avec Joël Perreault. Cette semaine à Sport Express, c'est un spécial 100% Joël Perreault, mon cher François. En première partie, on va parler un peu plus de son expérience comme hockeyeur, mais en deuxième partie, belle initiative qu'il fait depuis quelques temps déjà. On va apprendre à découvrir ça. Joël Perreault est avec nous. Salut. Salut les gars. Joël. Hey, Joël, ça fait longtemps. C'est quoi, 20 ans qu'on ne s'est pas vu? Depuis le Bantam 2A. Ouais, ça fait longtemps. On va laisser de côté un peu le Bantam 2A. On va commencer au midget 3A. Ta carrière, toi, parce que tu as joué dans la Ligue nationale, mais ça a commencé comment? Bien, ça a commencé, c'était pas une carrière que je pensais faire en jouant au hockey. Je jouais au midget 3A. Après ça, j'ai peut-être commencé à penser que je pouvais jouer junior majeur durant la saison midget 3A, mais j'avais été blessé beaucoup. Je m'étais fracturé avec la clavicule, donc je n'avais pas commencé ma saison avant presque mi-décembre ou fin décembre. Ensuite, il est venu les années juniors, puis durant ma première saison junior, là, les listes de repêchage commencent à sortir. Puis
c'est un peu là que je m'étais aperçu, il y a peut-être une chance que je puisse me faire repêcher puis peut-être jouer. Donc, ensuite, j'ai eu des bonnes années juniors, puis le reste s'est bien déroulé pour moi dans ces années-là. Parle-nous un petit peu, Joël, du junior majeur. Tu as joué à Bécomo, on le sait, hein, tu joues au midget 3A. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus déjà pour le midget 3A. La même chose pour le junior majeur, c'est encore pire. Quand on se fait repêcher dans le junior majeur comme ça, parle-nous un petit peu de ton expérience. Oui, bien moi, comme je disais, j'avais été blessé cette année-là, donc je pense que c'était la 5e game de l'année. Je m'étais fracturé avec la clavicule. J'étais un grand mince, donc j'avais pas pris beaucoup de largeur dans le corps. Puis j'avais une blessure qui était assez sérieuse. Puis comme je te dis, je visais même pas ça tant que ça. Puis là, les listes avaient commencé à sortir. Puis même si je jouais pas, j'étais quand même listé assez de bonne heure. Je pense que c'était listé 2e ou 3e ronde. Puis j'étais sorti à Bécomo. Dans ce temps-là, notre coach des goalers à Saint-Hyacinthe, c'était Steve Ahern, qui était aussi coach des goalers à Bécomo. Donc le lien s'est fait un peu. Puis j'étais sorti à Bécomo. Il y avait déjà une bonne équipe. Quand on est arrivé là, il n'y avait pas beaucoup de place, mais on avait quand même pris, je pense que c'était 8 ou 9 recrues qui avaient réussi à se faufiler dans l'alignement, aucun entraînement, déplacer un peu des vétérans du junior, des 18-19 ans qui avaient été coupés pour nous. Il y avait Pascal Pelletier, moi-même. En tout cas, je pense qu'il y avait le premier choix de cette année-là. Fait qu'on a vraiment été un noyau qui est resté ensemble pendant 3 ans. Cette année-là, c'était une saison un peu plus difficile personnellement, mais encore là, j'apprenais un peu la Ligue, puis les rouages en plein ça. On avait des bons joueurs. On parlait tantôt de Marco, Yannick Lehoux. Il y avait Fortunus à la défense. On avait déjà une bonne équipe, mais on était très jeunes. Puis quand je suis arrivé à 19 ans, là, c'était vraiment... tout le noyau était rendu à la même âge. Puis on avait beaucoup d'expérience. Puis on a eu une très bonne saison. On parlait tantôt, tu as joué au Jet 3, junior majeur, ça va bien, train-train quotidien, tu vas à l'école, tu vas à la pratique, tu fais tes matchs. À partir du moment où tu sais que tu commences à être épié par les recruteurs de la Ligue nationale de hockey, y a-t-il quelque chose qui change pour un joueur? Parce que quand tu vas à l'aréna, tu joues pour tes parents, tu joues pour tes coéquipiers, à un moment donné, tu joues pour du monde qui vient t'évaluer pour la Ligue nationale. Oui, bien, comme je disais, moi, durant ma première saison à Bécomo, là, les listes étaient sorties, je pensais même pas à ça, puis ça m'a fait réaliser qu'il il y a peut-être une possibilité d'un jour que je puisse faire carrière. Puis, mais de ce que je me souviens, je pense pas que j'étais trop influencé par ça. J'apprenais beaucoup, je jouais pas beaucoup. On avait un coach qui était très demandant à Bécomo, donc dans les pratiques, on apprenait beaucoup l'éthique de travail, puis c'est quelque chose qui a rapporté beaucoup ensuite quand je suis devenu professionnel. Mais je me souviens pas de m'être mis une pression supplémentaire à cause que ça devenait une job au lieu d'un jeu. Les choses se sont bien déroulées pour moi. Tout le timing, c'est très important là, dans le hockey. Donc, j'ai pas eu de blessure dans mes années juniors. J'avais été repêché après ma première saison à Anaheim en 5e ronde, qui était quand même bien pour un gars qui n'avait pas joué beaucoup. Ensuite, là, c'est sûr que la confiance rentre. Quand tu es repêché, tu sais qu'il y a une équipe qui investit en toi. Tu sais qu'ils vont te regarder assez régulièrement. Donc, juste le côté de confiance d'une équipe de la Ligue nationale, ça apporte beaucoup pour un joueur de hockey. Parlons un petit peu du support que les Ducks d'Anaheim vont offrir à un joueur une fois que tu es repêché. Là. Es-tu en conversation constante régulièrement avec les gens de l'organisation? Est-ce qu'ils t'ont vraiment à l'œil tout au long de l'année? Je dirais pas constante, mais juste le fait que là, tu viens d'être repêché au mois de juin, tu viens d'avoir 18 ans, tu t'en vas à ton camp à Bécomo, puis là, après 2 semaines, tu t'en vas au camp de la Ligue nationale. Je me souviens, moi, c'était en 2001, là, le timing, c'était les attentats. Exact. Moi, j'ai pris l'avion la veille des attentats, puis il y avait un avion qui s'en allait à Los Angeles. Il y a un recruteur des Kings qui est décédé. C'est ça. Là, on pourra en parler plus longtemps, là, mais ça a fait en sorte que tout ça... ça fait en sorte qu'au lieu, habituellement, les recrues restent que quelques jours au camp, pratiquent, puis ils s'en vont. Là, tout est congestionné les aéroports. On avait resté 3 semaines de plus avec l'équipe pratiquée. On n'avait pas joué de match hors concours, rien de ça, mais c'était une expérience qui a rapporté beaucoup pour la saison qui s'en venait. Mais on parlait assez régulièrement. Ils nous appelaient, il y avait des recruteurs qui venaient nous voir jouer les matchs. Ils nous jasaient un peu après les rencontres. Mais je pense pas qu'ils mettent une pression trop grande sur le joueur. En même temps, c'est un gars de 5e ronde. Je veux dire, ils souhaitent que tu vas devenir un joueur régulier de la Ligue nationale, mais ils ne savent jamais les chances que ça va arriver. Pour les plus jeunes, ils ne savent peut-être pas que Wayne Gretzky a été entraîneur en chef dans la Ligue nationale de hockey, mais tu as eu la chance de jouer pour lui avec les Coyotes de Phoenix. C'était comment d'être coaché par le 99? Moi, c'était quelque chose de spécial. À un moment donné, comme je dis souvent, au début, c'est très intimidant, mais c'est tellement une personne simple. Il a la réputation d'être un gentleman, une
personne parfaite. Moi, avec moi, il était comme ça. C'est quelqu'un qui m'a donné ma première chance dans la Ligue nationale. Donc, oui, j'avais été repêché par Anaheim, mais je n'ai pas joué avec eux. Quand j'étais échangé à Phoenix, ils m'ont rappelé dans la Ligue nationale. C'est lui, Wayne, qui m'a donné la première chance. Puis, c'était quelqu'un que, justement, peu importe qui tu étais, une recrue ou un gars de 10 ans dans la Ligue nationale, si tu jouais bien, tu étais pour jouer. Donc, il m'a donné beaucoup. Les matchs que j'ai joués, puis l'expérience que j'ai pris dans la Ligue nationale, c'est surtout grâce à lui. Parlons un petit peu du rythme de vie d'un joueur de la Ligue nationale de hockey. Tu l'as vécu durant quelques années. Les avions, les gros hôtels, les grandes villes, les fans de partout. Ça doit être exceptionnel pour un jeune hockeyeur du Québec comme ça. Oui, ça aussi, ça peut être très intimidant. Surtout quand tu arrives, tu vois là, des joueurs de la Ligue nationale qui sont déjà établis. Mais moi, j'ai dit souvent, même à des plus jeunes aujourd'hui, il y a une raison pourquoi les vétérans réussissent à jouer des milliers de games dans la Ligue nationale. C'est parce que c'est des bonnes personnes. Puis, dans les années que j'ai joué en Ligue nationale, j'ai rarement vu des gars qui n'étaient pas des bonnes personnes. Puis, souvent, le jeune y arrive, les vétérans, ils aident le jeune en partant, puis ils te font sentir à l'aise pour pas justement, parce que la scène est tellement grande qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une distraction supplémentaire là, sur le jeune. Donc, on est souvent très, très bien encadré, mais c'est sûr que c'est un style de vie que tu ne peux pas retrouver nulle part ailleurs. Puis, ça passe très vite quand tu es là. Tu ne le réalises pas. Tu te le fais dire d'en profiter le plus possible, mais quand tu es là, souvent, tu ne penses pas trop à ces affaires-là, mais ça a été une très belle expérience de vie. Tu as eu la chance de jouer avec Shane Doan, qui est encore le capitaine des Coyotes. Parle-nous un petit peu de ce joueur qui roule sa bosse dans la Ligue nationale depuis très longtemps. Bien, je parlais de bonne personne. C'est la définition de bonne personne. Moi, quand je suis arrivé avec les Coyotes, il y avait une petite saga autour de lui là, avec les Canadiens français et tout ça. Puis il y avait un peu de blâme là-dedans aussi, là, lui. Oui, non, c'est ça. Puis, moi, je veux dire, j'étais plus ou moins au courant de ce qui s'était passé. Puis, il avait été la première personne à venir me voir le premier voyage dans l'avion pour un peu m'expliquer ce qui se passait, puis pour pas justement que j'aie une mauvaise opinion de lui. Puis, c'est vraiment un leader que tu vas avoir dans ton équipe. Il est gentil avec tout le monde. Puis, c'est pour ça aussi qu'il est là encore à 40 ans. Je pense que quand il va prendre sa retraite, qui pourrait être à la fin de la saison cette année, je pense, les Coyotes ils vont le manquer beaucoup, mais je suis pas mal sûr qu'il va rester dans l'organisation. Puis il va continuer à aider les jeunes, parce qu'ils ont une équipe très, très jeune, très talentueuse. Oui. Mais ça va paraître quand il va partir. Tu n'as jamais eu la chance de jouer pour le Canadien de Montréal, si on le sait, mais est-ce que dans la Ligue nationale, c'est bien vu? Tu sais, tu jouais à Phoenix, bon, les gradins n'étaient pas tout le temps remplis, là, on va se le dire, mais est-ce que vous aviez hâte de venir jouer à Montréal? Est-ce que c'est vrai que c'est si spécial que ça, jouer à Montréal? Moi, j'ai pas eu la chance de jouer à Montréal. Donc, j'ai joué contre le Canadien à Phoenix. Parce que dans ce temps-là, maintenant, c'est une fois chaque année, mais dans ce temps-là, puis moi, l'année qu'on est venu à Montréal, je m'étais blessé durant un camp d'entraînement, donc j'avais fait une commotion. Donc, j'ai pas eu la chance de jouer à Montréal. Juste le fait de jouer contre Montréal à Phoenix, les gradins étaient quasiment pleins, juste à cause du monde qui vient de passer l'hiver à Phoenix, puis de se sauver de la neige. Donc, mais c'est sûr que pour moi, en tant que jeune Québécois, juste voir le chandail du Canadien de l'autre côté, c'était une belle expérience. Le match n'était pas comme les autres, mais c'est sûr que j'aurais aimé avoir la chance de jouer au moins un match à Montréal. On va s'arrêter une minute. Au retour, je veux qu'on parle de la Coupe Spengler rapidement, mais après ça, tu t'impliques avec le hockey mineur aujourd'hui. C'est à ton... écoute, je trouve ça super. À ton honneur. Exactement, à ton honneur. Une belle académie que tu as mise sur pied. On s'arrête une minute et on revient avec Joël. Sport Express suit à l'instant. Restez là. Nous sommes de retour à Sport Express. Et avant de parler de ton académie, Joël, je veux que tu me parles un peu de l'expérience de la Spengler Club parce que nous, on écoute ça dans le temps des fêtes. Honnêtement, on trouve ça cool. Mais en même temps, on ne comprend pas trop le concept là, parce qu'il y en a qui jouent pour le Canada quand tu es Canadien. Mais en même temps, si tu appartiens à un club qui participe à la Spengler Cup,
tu joues pour ton équipe. Comment ça marche? Un peu mélangeant. Moi, je joue en Suisse cette année-là, donc le tournoi est en Suisse, à Davos, une très belle place, un peu un genre de Mont-Tremblant là, du Québec. Dans le fond, ça regroupe Team Canada, donc tous les Canadiens qui jouent pas mal en Suisse. Des fois, ils vont aller chercher des joueurs de la Ligue américaine qui se font prêter, c'est ça, par leur équipe. Ils vont en chercher des fois peut-être en Allemagne ou des bons joueurs dans ce côté-là. Mais si tu joues en Suisse pour Genève, par exemple, que Genève est au tournoi, mais tu ne vas pas jouer pour Team Canada, tu joues pour Genève. Donc un Canadien va jouer contre Team Canada. C'est voilà, en plein ça. Puis il peut y avoir une équipe de la Russie, il y a souvent une équipe de l'Allemagne aussi. Donc il y a plein de Canadiens dans le tournoi, pas tous pour Team Canada. Moi, j'ai eu la chance de jouer pour Team Canada, puis c'était la seule fois dans ma carrière. J'ai pas eu la chance de le faire junior ou autre chose comme ça. Puis ça a été une très belle expérience. J'ai compris un peu pourquoi que Team Canada avait une aussi belle réputation parce qu'ils traitent les familles et les joueurs à la perfection. Joël, tu as terminé ta carrière en mai l'année passée, donc c'est très récent, mai 2016. Tu as tourné la page maintenant, mais tu as mis sur pied une école de hockey, une académie, en fait. Parle-nous-en un peu, parce que tu t'impliques maintenant avec Charles Lemoine. Oui, bien moi, je suis revenu, là, comme je disais tantôt, j'ai terminé, je jouais en France. On a gagné le championnat en France. Puis je pense 2 jours après, mon bon ami Danny Groux, lui, il venait jouer en France l'année d'avant moi. Puis il m'a appelé, il m'a dit « Quand tu reviens, j'ai quelque chose à te parler, j'ai un projet à te parler. » Donc je me doutais que c'était pour être dans le hockey. Fait que la minute que je suis revenu, on a discuté de ça. Il avait commencé déjà à faire, en parler au collège, puis à l'entour, voir si ça pourrait fonctionner. Puis on a commencé à mettre ça sur... en parler avec le site Internet, tout ça, notre logo. Il y avait beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas trop comment faire, mais on s'est fait aider beaucoup. On s'est associé avec une fondation, la fondation du Centre jeunesse de la Montérégie. On a fait un peu notre lancement durant notre tournoi de golf à Longueuil. On s'est engagé à prendre un enfant de la fondation, l'aider, donner des leçons de hockey, l'habiller en hockey de la tête aux pieds. Donc, on s'implique beaucoup. Là, on est très occupé. Je vous dirais, au début, ça a été beaucoup, c'était plus de paperasse, plus se faire connaître. Là, on commence c'est du bouche à oreille souvent aussi. Là. C'est des écoles de hockey? C'est des séances de hockey, souvent, mettons, séances d'attaquants, séances de défenseurs. Il va y avoir des cliniques de skill. On se fait engager par le hockey mineur de Candiac pour donner des cliniques de hockey du Atome 2A, du Pee-Wee 2A. Donc, c'est le soir, aux 2 glaces de Candiac. Moi, je donne des cliniques avec du Atome 2A. Danny était au Sportium à la ville de Sainte-Catherine, où ce que les riverains jouent. Puis lui, il donne des cliniques de défenseurs. Donc, on y va sur demande aussi. On fait du semi-privé, du privé. On a fait des évaluations de hockey mineur dans des villes, la ville de Candiac. Donc, on est très occupés, puis ça va bien jusqu'à maintenant, puis on est content du résultat. Souvent, Joël, les joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale, justement, tu as joué en Europe dans un haut calibre, qui prennent leur retraite. Des fois, il y en a qui veulent complètement passer à autre chose. On va laisser le hockey un petit peu de côté. Toi, c'est tout le contraire. Dès que ça a terminé, tu as tout de suite rembarqué dans l'aventure. C'est pas trop difficile de voir les joueurs jouer présentement les saisons qui commencent. Toi, t'es pas là? Non, moi, j'étais prêt. J'avais fait mon deuil. Là. Je te dirais, ça faisait peut-être un petit 2 ans que j'avais pensé. À un moment donné, tu te promènes beaucoup, surtout en Europe. Tu pars tôt dans l'été. Ma femme est enceinte. On a accouché de la petite fille au mois de juillet. Donc, merci beaucoup. Merci. Tout va bien jusqu'à maintenant. Fait que j'étais prêt. Ça faisait, comme je te dis, mais même à part ça, là, les blessures rentrant en cours de compte aussi, je commençais à être prêt à passer à autre chose. Puis, mais j'ai encore la passion du hockey. Puis là, l'académie, c'est parfait. On peut vraiment enseigner nos connaissances. Puis vu que moi et Danny, on est 2 gars qui viennent tout juste de prendre notre retraite, on est encore à jour dans tout le processus d'enseignement. Donc, on essaye d'aider les jeunes le plus possible à notre façon. De plus en plus, puis nous, on le dit, le sport dans les écoles, ça doit prendre sa place, le sport-études. Tu sais, dans notre temps, le sport-études, c'était peut-être pas aussi important qu'aujourd'hui. Ça commençait, en fait. Puis, tu sais, si on vient, à l'époque, Bantam 2A, tu aurais été Bantam 3, toi, dans une école, probablement. Comment tu trouves ça? Parce qu'on est content, nous, que le hockey prenne sa place dans les écoles. Le foot est là depuis des années, mais les jeunes se développent tout en étudiant. Je pense que c'est une bonne chose. Bien, moi, je suis allé dans un sport-études. Je suis allé à Demortagne. C'était peut-être un des premiers sports-études dans mes années. Puis, nous autres, juste pour te donner une idée, on pratiquait 5 jours semaine, du lundi au vendredi, plus 2 fois le soir avec mon équipe, plus 2 games la fin de semaine. Donc, pour un jeune de 13-14 ans, c'était sur la glace 9 fois par semaine. Aujourd'hui, on pratique avec mes jeunes lundi, mardi, jeudi, vendredi. Mercredi, c'est plus théorie, focusé sur la récupération à l'école, parce qu'ils mettent beaucoup d'emphase sur l'école, ce qui est très bien aussi. C'est des jeunes de 13-14 ans, il ne faut pas ambitionner non plus. Puis, on a nos matchs la fin de semaine. De temps à autre, il va y avoir un match la semaine, mais
Non, je pense que c'est une très bonne affaire, mais tout le hockey est rendu basé sur des sports-études pas mal à cette heure. Tu as même d'autres ligues qui arrivent avec la HPS et tout ça. Puis, ça, on pourra faire une autre émission là-dessus. Non, mais je pense que c'est une très bonne chose pour les jeunes de faire école et hockey en même temps. Au niveau de l'enseignement, tu parlais, vous êtes dans le coin de Sainte-Catherine, Candiac, ces coins-là. Si tu habites à Chambly, s'il y a des jeunes de Chambly, de Saint-Jean qui disent « Ah, wow, Joël Perreault, on le connaît, il a joué en Ligue nationale, on aimerait ça aller apprendre de lui », est-ce que c'est ouvert également pour les jeunes, les familles qui sont... Oui, certainement. On est ouvert à n'importe qui. On a un site Internet, ahdp.ca, très simple. Tous les renseignements sont là. Le monde peut venir s'inscrire sur différentes séances, peut contacter avec nous. Des fois, il y en a qui nous appellent et qui disent « Ah, moi, mon jeune, on aimerait ça peut-être qu'il se familiarise avec la mise en échec. Pouvez-vous lui enseigner ça? » On est ouvert à ça aussi. Ça peut être des conseils, ça peut être un peu de tout qui va se rapprocher au hockey. François s'occupe un peu d'une fondation avec Éric Gélina, qui est Fondation Jelly Nice ici dans la région. Et en début d'entrevue, tantôt, tu disais que à HDP, vous êtes comme une espèce de partenariat avec le Centre Jeunesse Montérégie. Souvent, moi, je me tiens à dire, tu sais, Maurice Richard, en 2016, aurait de la misère à jouer dans le national parce que, tu sais, sur un lac, tu peux pas aller retrouver des gens comme tu faisais dans les années 40. Est-ce que ça serait pas ça un peu aussi d'aller peut-être aider les gens moins nantis? Ça coûte cher jouer au hockey, Joël. Oui, ça coûte très cher. Comme j'ai dit tantôt, on s'est associé avec la Fondation. On a commencé avec un jeune qu'on lui donne des cliniques. On l'amène avec d'autres jeunes que lui n'a pas eu la chance peut-être de jouer dans une équipe, puis nous autres, mais il mérite autant d'apprendre que n'importe quel autre jeune. Donc, on l'a habillé en hockey avec notre autre partenaire CCM qui nous a aidés aussi là-dedans. Et les ligues majeures, le magasin de sport à l'Aréna Les Deux Glaces, qui nous ont aidés là-dedans aussi. Donc, non, jusqu'à maintenant, c'est une très belle initiative. Je pense que la Fondation est très contente. Puis la Fondation, elle aimait tellement l'idée qu'elle a décidé de nous envoyer un autre jeune, que c'est la Fondation qui paye. Donc, on en a deux. Puis nous, on s'est occupé d'un des jeunes. Puis la Fondation a fait les frais du deuxième. Où est-ce que ça va t'amener, tout ça, Joël? Est-ce que le coaching, un jour, devenir entraîneur, est quelque chose qui pourrait être envisageable pour toi? Oui, j'aimerais ça. Je voulais vraiment commencer à un niveau comme le Bantam, où ça aurait pu être du Pee-Wee, n'importe quoi. Mais je voulais voir si moi, tu as beau dire « oui, j'aime ça », mais si tu ne l'as pas fait, tu ne le sais pas. Non, puis à date, je peux dire que j'aime vraiment ça. Je vais regarder, je voulais passer du temps à la maison. Là, on se concentre beaucoup aussi sur l'académie, donc c'est pas le temps de partir d'un bord ou de l'autre. Mais c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça. Mais j'ai toujours dit, j'ai pas brûlé d'étape au hockey. J'ai jamais été le gars qui a joué junior majeur à 16 ans ou dans le national à 18 ans. Donc, je ne voulais pas en brûler non plus dans le coaching. Fait que je commence, j'apprends avec mes jeunes de 13-14 ans. J'ai un bon groupe, des bons jeunes qui travaillent fort. Puis on va voir ce qui va arriver avec le reste. Quand j'ai commencé ma carrière coaching, c'est avec Martin Russell. Dans votre organisation, avec vous autres, il y avait Mario Duhamel aujourd'hui qui est rendu entraîneur-chef aussi avec les Olympiques de... On revient, là. Mais moi, dans toutes mes années que j'ai coaché après Bantam 2A ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, Jet 2B, Jet 2A et tout ça, il y a 4 joueurs qui ont joué une Ligue nationale. Je les nomme. Joël Perreault, Maxime Talbot, Olivier Michaud, puis Bruno Gervais. Ces 4-là... Est-ce qu'il y a du Alexandre Baudin? Non, rien à voir là-dedans. Moi, je commençais, je plaçais les rondelles dans le coin. Mais je peux te dire une chose, les 4, puis dis-moi si je me trompe, je jouais dans la même équipe. Fait que sur les 12 années que j'ai coaché, il y en a 4, et sur les 4, ils étaient tous dans la même équipe. Fait que moi, je peux dire aux jeunes que oui, la Ligue nationale, c'est quelque chose, mais il faut jouer au hockey pour s'amuser avant tout. Il faut avoir du plaisir, c'est officiel. Mais ils ont le droit de rêver aussi. Moi, je leur dis à mes jeunes, moi, j'ai joué Bantam 2C, j'ai joué Pee-Wee 2C. Après ça, deuxième année, j'allais jouer dans le 2A. Mais comme je dis, j'ai pas brûlé d'étape. Donc, pas que je rêvais à ça, mais c'est sûr que, comme tout Québécois, tu veux jouer une nationale. Puis, tu n'as pas besoin d'être un exceptionnel à très bas âge pour dire si tu ne l'es pas, tu ne joueras pas une nationale. Continue à rêver. Je le dis à mes jeunes quasiment tous les jours. Rêver, tu ne sais pas ce qui va arriver. Continue à travailler fort, comme de raison. Il y a une bonne attitude. Parce que comme j'ai dit tantôt, des bonnes personnes, souvent, c'est eux autres qui percent. Les moins bonnes personnes sont laissées de côté. Un autre exemple, Alex, notre ami Éric Gélina s'était fait couper du Bantam 2A ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est vrai. C'est un autre exemple. Ouais, Il est où maintenant? Voilà. Voilà, avec l'Avalanche du Colorado. Joël, merci beaucoup. Bonne continuité. C'est super le fun ce que tu fais avec les jeunes, tu t'impliques. On a mis les coordonnées à l'écran si les gens ont des questions pour visiter votre site web et vous écrire, bien sûr. Au plaisir, on se reparle bientôt. Merci beaucoup, les gars. Et François, avant de parler du traditionnel NASCAR, bonne nouvelle, ça achève. Parle-nous de football collégial. Oui, écoute, les Géants qui terminent la saison avec 4 victoires, 5 défaites, Alex, pour une première saison en Division 1. Bravo. C'est excellent. Ouais. Le prochain match aura lieu le 29 octobre à 13h au complexe Claude Robillard à Montréal, alors qu'ils affronteront le Phoenix du collège André Grasset en quart de finale. Ça promet.
Football scolaire? Oui, les Titans ont perdu le dernier match de la saison régulière, l'imposant aux Griffons de l'école Paul-Germain-Ostigui de Saint-Césaire par la marque de 27-16. Ils affronteront les Dragons de Massé-Vanier en quart de finale samedi prochain au stade Alphonse-Desjardins. Et rapidement, juste parler un peu des Forts de Chambly. Ça va mieux, là. Pas mal mieux. Ça va très, 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 très bien pour les Forts qui ont maintenant une fiche de 6 victoires, 8 défaites. Une défaite en prolongation. On se rappelle, Alex, que ça allait pas vraiment bien. C'était 0-5 au début de l'année. C'était 0-5. Prochain match, vendredi 28 octobre, alors qu'ils vont recevoir les Panthères de Saint-Jérôme. Il y avait du NASCAR? Il y avait du NASCAR en fin de semaine. Dimanche dernier était présentée la dernière course de la ronde des 16 de la Chase for the Sprint Cup de NASCAR. C'était le Hellmans, la mayonnaise, chef. Le Hellmans 500 sur le Talladega Super Speedway de Talladega en Alabama. Ouais. Joey Logano qui a pris les devants de l'épreuve au 148e tour pour remporter sa deuxième course de la saison. Moi, je me suis dit, Claude, il n'est pas là. On va s'en sauver. Ouais. Mais non, quelqu'un a écrit à sa place. Alors, il a devancé Brian Scott et Denny Hamlin au fil d'arrivée. Kurt Busch et Ricky Stenhouse Jr., bien connu dans sa famille, lui, il complète le top 5. Donc, les pilotes qualifiés pour la troisième ronde. Joey Logano, Jimmy Johnson, Kevin Harvick, Matt Kenseth, Carl Edwards, Denny Hamlin, Kurt Busch et Kyle Busch. Richard, tu m'entends? C'est son frère? Oui? OK, c'est des frères. Voilà. Kurt et Carl, c'est... On voit ta grande connaissance pour le NASCAR. Alex. Je suis impressionné à quel point j'ai une passion pour ce sport. Donc, pilotes qui ont subi l'élimination lors de la dernière course, Martin Truex Jr., Brad Keselowski, Chase Elliott et Austin Dillon. Prochaine course, je termine là-dessus. Ouais. Le dimanche, le 30 octobre, juste avant l'Halloween, à 13h, c'est le Goodies Fast Relief 500. Ça doit être un compétiteur d'aspirine ou de roller, quelque chose de même. Hein? En Virginie, ça, hein? Oui, t'es bon, t'avais lu, hein? Martinsville Speedway à Martinsville, en Virginie. Voilà. Bonne semaine, mon ami. Ouais, c'était le fun, c'était pas mal plaisant, ça passait vite. Oui, c'était bien agréable de recevoir Joël à l'émission. Oui, on aime bien ça. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye. Salut.